peut commencer dans ce cas-là la première séance avec Marie Décima. Donc en fait, on va faire un petit jeu de rôle. Moi, je vais laisser ma place à Marie, qui va prendre le retour. Hop. Et donc Marie, qui arrive, Marie Décima, qui est chargée de mission alimentation durable et biodiversité au CERD, qui a assuré la coordination pédagogique et le suivi du module 2. Donc vous êtes nombreux à l'avoir fait, puisque justement c'est le premier vrai parcours thématique dans ce module, dans ce MOOC, pardon. Et on pourra aussi prendre des questions, si vous en avez, sur le parcours 6, autour des enjeux de biodiversité et nature, puisque Marie a aussi travaillé sur le choix des intervenants et le positionnement des séquences sur le parcours 6, biodiversité et nature. Donc là aussi, à vos claviers, si vous avez des questions spécifiques autour du parcours alimentation durable. Et en attendant, peut-être, Marie, resitue un petit peu quelle était notre intention sur ce parcours, d'essayer d'introduire tout ça. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Moi, je suis chargée de mission environnement au CERD, donc je m'occupe des questions d'alimentation durable, de dialogue territorial. Et sur ce module alimentation, en fait, notre idée, c'était à la fois de montrer que on pouvait avoir des projets citoyens, on pouvait soutenir en tant qu'élu les projets citoyens, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, on voit beaucoup de projets citoyens émerger, d'initiatives. On s'aperçoit qu'ils ne font pas le changement global du système alimentaire. Donc, c'était de voir comment on pouvait les soutenir et comment on pouvait les mettre en réseau aussi. Et puis après, on s'est intéressé à la restauration collective locale et bio, parce que à chaque fois qu'on parle d'alimentation, c'est souvent le premier sujet que la collectivité pressent sans pouvoir intervenir en premier lieu. Donc là, on a fait intervenir à ProBio, qui est une structure de la région Hauts-de-France, qui travaille sur le développement du bio local, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de travailler avec les collectivités pour que le bio le bio proposé dans la restauration collective soit du bio proposé par les producteurs locaux. Donc au-delà de pas travailler sur les cahiers des charges, il y a toute une dynamique de développement, d'accompagnement des agriculteurs à penser et à développer. Ensuite, on a proposé l'approche projet totem. Les projets totems, c'est qu'on parle beaucoup de ferme urbaine et puis finalement, une ferme urbaine, on n'arrive pas à définir ce que c'est. On a des idées que c'est de la permaculture ou alors seulement de l'agriculture biologique. Nous, on a appelé projet totem, c'était pour dire, selon le contexte de votre territoire, si vous avez un projet à développer, peut-être c'est un projet lié à l'agriculture et la santé. Peut-être ça serait une maison liée à la question du gaspillage alimentaire, mais pas forcément une ferme avec de la permaculture. Donc là, on a Frédéric Huchette qui intervient sur le sujet. Et puis, enfin, on a pris de la distance sur ces projets en proposant des projets territoriaux, une vision des projets territoriaux et notamment l'intervention d'un élu, Jean-Luc Allais, qui est élu à Douaisis-Aglo, qui est, me semble-t-il, le premier territoire labellisé PAT en France. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment à la fois d'aller du projet concret de l'initiative citoyenne à la vision territoriale. L'intention, si vous avez suivi ce parcours, c'était effectivement de partir d'une situation de montée en intérêt des citoyens sur les questions d'alimentation, notamment par rapport à la santé ou à la qualité environnementale des produits, qui est quelque chose qui est de plus en plus fort, mais qui reste encore une niche. On sait aussi qu'au niveau national, les données montrent qu'il y a une baisse de la consommation de légumes, par exemple. Et donc, de ce fait-là, c'est comment donner de plus d'ampleur et de visibilité à ces initiatives citoyennes et quel est le rôle que peut avoir la collectivité en appui. Ce que tu expliques bien, Marie, dans les séquences, c'est que l'objectif est de réussir à rentrer dans cette thématique de l'alimentation par
un angle particulier. Ça peut être le gaspillage alimentaire dans les cantines, ça peut être la mise en place de circuits courts également, mais de progressivement construire une politique qui soit transversale autour de cet enjeu d'alimentation et qui vise véritablement une évolution des relations entre la collectivité, les producteurs locaux, les transformateurs, qui peut être aussi porteuse de développement économique local. Et ça, c'est un des enjeux qu'on essaie de défendre, nous, au CERD, de dire il faut qu'on arrive, à partir d'entrées très thématiques et très pratiques, de réussir ces entrées-là. C'est ce qu'on parle, on parle d'action à victoire rapide, des choses qui seront visibles, mais d'ensuite essayer de tirer les fils pour viser des effets, on dit, c'est un peu jargonnant, effets systémiques en tout cas, que ça puisse avoir des impacts multiples. C'est ce que tu dis, je crois, à plusieurs reprises, faire d'une pierre plusieurs coups. Eh bien, avec le thème de l'alimentation durable, on a cette possibilité-là de réussir des coups avec le seul. Juste pour ajouter par rapport à ça, on a fait intervenir des élus, notamment Jean-Luc Allais et une élue dans notre territoire. Et quand on leur demandait quelle était leur satisfaction face au projet alimentaire qui s'avait pu développer, et l'une des satisfactions importantes, c'était de dire d'avoir su faire travailler des structures qui venaient d'horizons très différents, des structures de la santé avec des structures de l'agriculture, et d'avoir à la fois pu travailler avec ces structures et en plus de les voir travailler ensemble, parce que finalement l'alimentation est un projet très transversal. Alors, nous avons une question d'Anne-Sophie sur des exemples de ces actions vitrines. Pour préciser la question, est-ce que c'était par rapport au projet Totem dont a parlé Marie plus précisément, Anne-Sophie, ou est-ce que ce sont les actions à victoire rapide dont on vient de parler à l'instant, qui sont des choses peut-être un peu plus aisées à mettre en place et qui donnent de la visibilité? Alors souvent, quand les projets alimentaires démarrent, l'un des premiers... Merci. Rapide. Ouais, l'une des premières actions, donc là c'est plutôt une approche agricole, c'est de faire un projet de circuit court. Et la première action à victoire rapide, c'est de faire un guide qui permet d'identifier les producteurs locaux, enfin les producteurs qui proposent la vente directe ou sur le marché, etc. Ça, c'est un premier point. Et en faisant cette première action d'agriculture de circuit court, vous pouvez avoir en parallèle toute une démarche de sensibilisation des agriculteurs pour proposer de la restauration, des produits locaux en restauration collective ou pour s'orienter vers le bio, etc. Et ça, c'est une démarche plus longue. Ça, là, je parle d'agriculture. Après, sur les actions à victoire rapide qu'on peut voir, il y a des actions sur la santé notamment. Alors, je n'ai pas d'exemple précis là, mais il y a des territoires qui, par exemple, vont travailler sur santé, alimentation, parce que là, on s'éloigne de l'agriculture. Donc, c'est l'idée pour aller vers un PAT, c'est de ne pas rester focalisé sur l'agriculture. Et il y a des projets comme Vivement en Forme, par exemple, le VIF, qui sont à l'échelle d'une commune et qui proposent une action sur l'obésité, enfin voilà, des actions de lutte contre l'obésité. Et ça, alors à victoire rapide, on a des démarches qui sont sur plusieurs années, mais les résultats sont enfin, si vous allez sur le site de Vivons Enfants, vous voyez des résultats vraiment impressionnants de ces démarches. Donc, une fois que vous entrez dans ces démarches, vous savez que dans les 2-3 ans, vous allez avoir des résultats visibles. Donc voilà, par exemple. Sur d'autres exemples d'actions à victoire rapide, ça peut être de travailler sur le retour d'un marché et de producteurs locaux. Donc là, c'est quelque chose qui prendra pas nécessairement plusieurs années à mettre en place. Au contraire, c'est recréer du dialogue avec les producteurs locaux pour pouvoir reproposer un espace de circuit court en fait avec du marché local. Ça peut être d'engager une réflexion au sein de la cantine sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et là aussi, sont les actions éducatives à destination des enfants. Je pense par exemple quand il y a des gâchimètres qui sont mis dans les cuisines, ça peut être mettre en place une exposition pour sensibiliser enfants et parents de ce côté-là. Ça donne de la visibilité et ça montre qu'on est en train d'engager
une action plus d'ampleur, mais avec une porte d'entrée spécifique. Je pense à ça, par exemple. Les actions aussi qui sont visibles sont les actions sur le gaspillage alimentaire dans la restauration collective aussi, ou même les projets, on peut avoir des défis famille sur le gaspillage alimentaire, ça aussi, ça donne tout de suite des résultats. Alors, il y avait une autre question que j'ai vue passer. Alors oui, de Florence, y a-t-il un nombre minimum de repas pour justifier l'investissement d'une cantine locale? Parce que donc dans votre commune, le repas est fourni par un prestataire. Je n'ai pas la réponse précise, on ira la reporter vers notre partenaire Aprobio qui est spécialiste des questions de marché public dans la restauration collective et hors domicile. De toute façon, beaucoup de communes passent par un marché de prestations en général avec des repas qui sont fournis et juste réchauffés sur place. En général, les collectivités qui ont des cuisines centrales de transformation sont des collectivités assez importantes. Il peut y avoir des cas où il y a une cuisine centrale qui est conçue au sein d'une intercommunalité pour envisager la distribution de repas préparés en régie dans différentes écoles des communes présentes. Mais effectivement, là, il y a un à faire. Je ne saurais pas vous dire exactement quel est le seuil économique qui justifie l'investissement dans la construction d'une cantine locale pour passer en régie. En tout cas, on va transmettre la question. Alors, avez-vous d'autres questions sur le sujet alimentation ou souhaitez-vous qu'on parle également, comme Lucille le propose dans le chat, d'aborder les questions autour de la biodiversité? Alors, c'est le parcours numéro 6. Alors, vous êtes sans doute moins nombreux à avoir atteint ce parcours-là que le parcours alimentation durable, mais on est présent pour y répondre avec Marie. Alors, question d'Ondine, quel retour d'expérience sur la gestion des volumes par les agriculteurs et éleveurs locaux qui travaillent à fournir les cantines? Et deuxième question, qui peut aider à étudier l'installation d'une cantine bio et locale? Alors pour ça, on va retransmettre la question, Florence, à Aprobio et on vous apportera des éléments de réponse écrits et qui seront disponibles pour tous. Sur la gestion des volumes par les agriculteurs, effectivement, là, il y a le besoin de rentrer dans une discussion avec les producteurs locaux, et tu vas compléter, sur leur capacité à fournir tel ou tel produit en fonction de la saisonnalité et en fonction aussi des contraintes de logistique. Et là-dessus, on a des retours d'expérience qui existent, notamment avec le département du Pas-de-Calais, qui travaille de manière assez forte sur la manière de mieux approvisionner avec des filières courtes, en tout cas locales, pour un certain nombre de produits, les cantines des collèges. Donc, on aura des éléments de retour d'expérience à vous transmettre, mais par écrit, parce que là, en direct, ce sera difficile pour nous. Donc, sur la question de la gestion des volumes par les agriculteurs, je préférais, je vais donner un début de réponse, mais Aprobio est la structure qui intervient dans le module sur ces aspects-là. Juste un conseil que je donnerais, c'est que si vous faites un travail avec les agriculteurs locaux, c'est de regrouper les agriculteurs pour voir ce qu'ils sont en capacité de produire à quelle période. Parce que les premières rencontres sur la restauration collective que j'ai pu voir, des agriculteurs disaient par exemple que la salade, ils ne pouvaient pas la donner, ils n'avaient pas de certitude sur la salade, etc. Ils ne pouvaient pas faire un lot de ce type. Et donc voilà, c'est important de réunir vos agriculteurs pour voir dans quelle capacité ils ont à fournir les besoins et surtout à quelle période de l'année. Mais bon, je préfère qu'Aprobio, peut-être poser la question à Aprobio. Pareil pour la question d'Alain Legélou sur l'approvisionnement local pour la restauration collective. Par quel produit commencer? Effectivement, ça dépend de… Merci Lucille, c'est tout à fait ça. Quels sont les produits qui déjà existent sur le territoire? Quelles sont l'offre possible par les agriculteurs locaux? Et si effectivement cette offre est déjà totalement utilisée, consommée dans le cadre de circuits courts alimentaires, de marchés de proximité ou vers d'autres filières plus longues de transformation.
rentrer en discussion avec les producteurs locaux sur l'existant et la possibilité d'en prendre une part pour approvisionner la restauration collective. Et du coup, il y a possibilité de faire des lots dans les cahiers des charges. Et par exemple, si c'est les carottes, vous pouvez faire un lot carottes, par exemple. Et puis voilà, du coup, les agriculteurs de la région où vous êtes, si vous ont dit que ça, ils pouvaient vous approvisionner. Ben voilà, vous avez un lot carottes, ça marche. Ça permet, voilà, de cloisonner finalement les besoins, les productions. Voilà. Le sujet, la question d'Anne-Sophie sur le lien alimentation durable, biodiversité et la question des pesticides, qui est évidemment une question fortement d'actualité avec les arrêtés anti-pesticides pris, invalidés, revalidés qu'on a vu dans l'actualité. Il y a effectivement une question là-dessus, puisque si vous êtes arrivé au parcours 6, où il y a toute une séquence sur la question du zéro phyto dans les espaces verts des villes, puisque maintenant il y a une interdiction faite réglementairement depuis la loi Labbé et la loi transition énergétique vers la croissance verte de 2015. La question des outils d'accompagnement des agriculteurs, lesquels existent dans ce domaine, je ne sais pas spécifiquement. Il y a en tout cas besoin d'essayer d'être en dialogue sur votre territoire avec eux, notamment pour les champs qui peuvent être au-dessus les champs captants, par exemple. Il y a un intérêt aussi par rapport à la préservation et à la ressource en eau là-dessus. Et c'est un sujet sur lequel on a pour le coup travaillé depuis plusieurs années au CERD, Marie, sur la question d'essayer de privilégier une agriculture non chimique au-dessus des champs captants pour préserver la ressource en eau, avec des retours d'expérience étrangers et nationaux là-dessus. Donc on pourra vous renvoyer vers la ressource rédigée qui existe. Des outils d'accompagnement dans la transition des producteurs, est-ce que tu en connais plus spécifiquement? On travaille avec une structure qui s'appelle Bio Hauts-de-France, qui est liée à la Fédération nationale de la culture biologique. Et finalement, si vous êtes intéressé par ce thème, il faut mieux vous rapprocher de cette structure. Donc, ça s'appelait les GAB avant, maintenant en Hauts-de-France, ça s'appelle Bio Hauts-de-France. Et eux accompagnent les agriculteurs au passage en bio. Et le Bio Hauts-de-France, c'est la structure des Hauts-de-France, travaille aussi en lien avec les collectivités locales et notamment sur les questions eau et bio, donc ce qu'expliquait Antoine. Ils vont même jusqu'à former des chargés de mission au dialogue territorial pour animer le changement de pratique sur les territoires. Donc voilà, vous contactez la structure et elle a tous les outils, l'expérience pour organiser ce changement de pratique qui n'est pas évident pour un agriculteur. Je pense que c'est très important ce que vient de souligner Marie. Les agriculteurs se sentent mis en accusation en permanence ces derniers mois, ces dernières années. Et l'objectif, c'est surtout de ne pas y aller de manière frontale avec eux, parce que c'est la meilleure manière de créer de l'opposition et de ne pas aboutir. Et cette notion de dialogue territorial sur des sujets qui sont controversés, les pesticides, mais ça marche sur d'autres sujets, c'est quelque chose qu'on essaie de nourrir, de documenter au CERD depuis pas mal d'années, aussi sur les questions d'énergie renouvelable. Et là, on a des éléments des points de repère méthodologiques pour vous aider à aborder cette question de la mise en dialogue avec les producteurs locaux pour essayer de les accompagner dans la possibilité de faire évoluer leurs pratiques. Donc c'est quelque chose qu'on pourra vous reverser également dans le compte-rendu de ce webinaire. Auriez-vous une dernière question sur ces deux sujets? Sinon, je vois le temps qui passe. Est-ce que nous abordons les notions de durabilité économique et sociale des filières agricoles, juste rémunération des producteurs? Alors, effectivement, notre positionnement est plus dans que peut faire une collectivité et on n'est pas, nous, directement dans l'accompagnement du producteur. Il y a des acteurs qui essaient de le faire. Nous, on est plus dans la constatation d'une demande citoyenne et de difficultés qui peuvent se poser du point de vue de la collectivité parce qu'on essaie d'avoir une évolution dans l'offre de produits au niveau de la restauration collective, par exemple, ou autour de questions ou d'inquiétudes autour des pollutions possibles. Donc, quelle est la bonne posture pour la collectivité pour aller dialoguer avec les producteurs de son territoire, soit par rapport à
fournir des produits et dans quel cadre, soit pour essayer de réfléchir sur les besoins territoriaux pour faire évoluer dans un sens plus soutenable environnementalement les productions locales. Derrière, c'est une réflexion aussi sur les débouchés économiques. Dès lors qu'on essaie, tu pourras compléter, hein, Marie, là-dessus, de montrer que il y a des producteurs locaux qui n'ont aucun débouché pour leurs produits, qui partent vers de l'exportation pour des transformateurs industriels pour revenir ensuite dans les supermarchés. Il y a manière d'essayer de réfléchir à comment mieux ancrer la plus-value économique en essayant de travailler avec des transformateurs, avec des producteurs et avec la collectivité qui essaie de mettre tout ça en musique sur comment on essaie de relocaliser ces circuits économiques. Et du coup, je citerai plutôt des structures. Il y a le réseau des AMAP, qui sont des structures qui aident à l'installation d'AMAP et qui ont pour objectif justement la juste rémunération des producteurs. Et après, nous, en région, on a des structures comme le CEDAPAS. Donc, c'est plutôt des structures qui émanent de la Confédération paysanne, mais qui, en réalité, aussi proposent pas mal de projets aux producteurs pour qu'ils soient le plus autonomes possible et dans leur activité, et donc aussi que leur activité soit mieux rémunérée, soit parce qu'ils sont autonomes, soit parce qu'ils vendent en vente directe leurs produits. Donc CEDAPAS, réseau des AMAP, et voilà. Sur la viabilité économique, une réponse qui m'arrive par anti-sèche, que je remercie. Il y a des centres de gestion sur le développement économique en milieu rural qui sont des acteurs ressources pour accompagner les producteurs sur cette question de la viabilité économique et sociale des filières et des productions. Donc ça aussi, on notera dans le compte-rendu la référence exacte et vers quelles sont ces structures vers lesquelles se tourner. Je vous propose peut-être de passer aux questions, s'il n'y en a pas d'autres, autour du parcours suivant sur les déchets et l'économie circulaire. Merci beaucoup, Marie. Il y a un fan club. Non, mais pour vous expliquer, on est tous là, les uns et les autres, prêts à tourner. Donc, si vous avez entendu des applaudissements, c'est de l'autocongratulation. Mais on espère que voilà, que de votre côté, tout va toujours bien. Florence, merci. Ondine, merci. Parfait, on espère que ces premiers éléments de réponse vous éclairent. Et il y aura donc des compléments qui seront rédigés. On a bien noté vos questions précises. Donc Antoine Boutonnet, chargé de mission transition économique au CERD. C'est donc Antoine donc nous sommes deux Antoine, qui a coordonné la structuration du parcours 3 sur déchets et économie circulaire. Donc, pareil que tout à l'heure, à vos questions, et pendant que vous tapez, juste resituer un petit peu la manière dont on a positionné ce parcours. Merci, bonjour à tous. Donc Antoine Boutonnet, je m'occupe des questions économiques au CERD au global, et donc sur ce parcours déchets, économie circulaire, finalement notre intention c'était de se dire comment on peut repenser nos modes de production et de consommation aujourd'hui, et donc de réinterroger ça au regard de la question des déchets notamment, qui est une entrée intéressante. Alors pourquoi ça? Parce que finalement on a un modèle économique qui est hérité d'une histoire industrielle assez longue maintenant, qui est très centré sur la logique de prélever les ressources, produire, consommer et afin que ces poumons supportent mieux la pression des grandes profondeurs. Vous l'aurez compris, le diaphragme est indispensable. Finalement, les déchets sont un peu le symptôme de ce modèle économique qui ne fonctionne plus. Et donc, voilà, on a dans ce module, d'abord, pour rentrer de manière très concrète sur le sujet, aborder des questions autour des questions des filières aux déchets, des questions autour du recyclage, du réemploi, avec des actions sur les recycleries et ressourceries, et voir comment finalement les collectivités peuvent s'emparer de ces outils et ces approches très pragmatiques, très concrètes pour engager les habitants, les entreprises, les commerçants de leur territoire dans ces dynamiques. Et puis, dans un second temps, on a essayé de voir comment un peu dépasser finalement cette logique déchets et vraiment réinterroger l'ensemble de l'activité économique et de regarder à partir des compétences d'une collectivité
tout type de compétences d'ailleurs, hein, développement économique mais pas que, aménagement du territoire, commande publique, comment ça pouvait devenir un axe et un angle stratégique pour une collectivité, soit au niveau de l'échelle communale, avec toute la stratégie là, exemplifiée par la ville de Roubaix, et puis aussi à l'échelle d'une EPCI pour voir comment l'économie circulaire finalement peut venir inspirer une stratégie de développement économique du territoire. Quentin se rend régulièrement à l'hôpital. Alors, du coup, voilà, pour ceux qui auraient vu le module, est-ce que vous avez des questions à nous renvoyer, soit par rapport peut-être au premier témoignage que vous avez pu voir dans les différents modules, ou d'une manière plus globale sur les ressources complémentaires? On est à votre écoute. Peut-être, en attendant les premières questions, redire que c'est un sujet de réflexion depuis plusieurs années au CERD, hein, d'essayer de documenter ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques autour de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité, et d'interroger la manière dont les collectivités, la puissance publique en général, peut soutenir le développement de des entreprises et des acteurs économiques qui s'inscrivent dans ce cadre, via le levier de la commande publique, par exemple, ou d'autres, pour les aider à se développer, parce que d'un point de vue soutenabilité, c'est effectivement la question de la plus grande sobriété des flux d'énergie, enfin, de l'ensemble des flux, y compris de matière, qui est visée notamment par ces approches économiques, et donc qu'on essaie de voir comment ça peut s'opérationnaliser de manière concrète dans les territoires. Alors Anne-Sophie, merci Anne-Sophie, vous posez des questions, ça nourrit le chat. Parfait. Avez-vous des exemples de pôles de réemploi qui fonctionnent? Quels sont les points forts, le modèle économique, le retour sur investissement? Alors des pôles de réemploi, j'imagine que c'est être des lieux finalement où on favorise le réemploi. Alors effectivement, dans le module là, on a un exemple d'un territoire là dans la baie de Somme qui finalement stimule, anime plusieurs recycleries, ressourceries sur son territoire. Et les modèles économiques peuvent être divers et variés finalement. Soit ça émerge d'une dynamique associative citoyenne et ça se met en place sur le territoire, mais ça peut aussi être un peu ce qui s'est passé là sur la baie de Somme, soutenu ou animé, enfin en tout cas déployé, soutenu à l'initiative de la collectivité, qui peut venir mettre en réseau ces dynamiques, leur faciliter leur installation, prêter un local par exemple, ou de ce type-là. Et donc finalement, c'est les modèles économiques soient construits aussi au fur et à mesure en fonction des besoins du territoire et de ce qui existe sur le territoire. Donc la première approche, ce serait déjà d'essayer d'identifier s'il y a des initiatives, des démarches, des acteurs qui sont sur ces logiques de réemploi, ressourcerie, recyclerie qui existent, et puis de voir quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils ont des espaces à mutualiser, etc. Il y a deux, donc il y a effectivement dans le MOOC, le parcours 3, il y a cet exemple de l'action de la communauté d'agglomération baie de Somme. Ce qui est intéressant, c'est que des acteurs de réemploi, il y en a beaucoup en général sur le territoire. Certes, il y a des déchetteries publiques en général, produites, animées par la collectivité, mais en l'occurrence, dans l'exemple vidéo que nous avons, c'est tourné dans une ressourcerie qui est portée par une association qui fait de l'insertion. Donc, c'est l'association Deuxième Chance de mémoire et qui, derrière, essaie d'organiser la possibilité d'avoir une seconde ou une troisième vie pour une multiplicité d'objets, de livres et également d'animer autour de ça un Repair Café pour permettre là aussi aux citoyens d'aller apprendre à réparer et donc de réduire tout ça. Donc je pense que le modèle économique derrière, c'est plutôt l'association qui est aussi subventionnée dans cette perspective-là. Le rapport, il est donné par l'intervenante de la baie de Somme, Anna Payet, qui est en charge de la politique déchets. C'est pour le montant que représentent les actions de prévention déchets
par rapport au traitement, c'est un rapport qui est de l'ordre de 1 à 10 ou 1 à... Enfin, il est très conséquent. Et donc, essayer d'investir sur ces actions de prévention, de réutilisation, c'est plutôt intéressant pour essayer de réduire les volumes qui sont par ailleurs traités par les filières classiques de traitement des déchets. Ce qui est intéressant aussi peut-être, au-delà d'avoir peut-être des structures de type ressourcerie, recyclerie implantées, c'est finalement d'animer une dynamique autour de ce sujet-là. Ça peut permettre de faire émerger aussi des initiatives entrepreneuriales qui vont saisir de ce sujet et proposer des ateliers, en tout cas une offre de services ou d'actions qui vont à destination des habitants ou des entreprises qui vont permettre d'animer finalement le sujet. Donc les modèles économiques ils peuvent vraiment très varier, ça peut être associatif effectivement, soutenu par la collectivité, mais aussi faire émerger des initiatives privées finalement qui iront dans le sens du recyclage, du réemploi ou autre approche. Et alors, effectivement, il y a, je pense à une autre expérience qui est relatée dans le MOOC. Alors, c'est au parcours 7. Vous n'y êtes peut-être pas tous arrivés, mais c'est le retour d'expérience du pôle territorial de coopération économique du Pays de Bray et la maison d'économie solidaire du Pays de Bray, qui s'est constituée il y a plusieurs années, plus de 10 ans maintenant, en société coopérative d'intérêt collectif pour essayer de faire émerger une offre économique en lien avec l'insertion sociale, mais pas uniquement, sur un certain nombre de services qui n'étaient pas pourvus sur le territoire, et notamment dans une optique de développement d'une ressourcerie qui favorise le réemploi des matières. Donc, je vous invite aller aller jusqu'au module 7, d'abord pour avoir les éléments de témoignage sur ce point, de Rachid Chafaoui, le directeur du PTCE du Pays de Bray. Et là, le modèle économique et de gouvernance, c'est une SIC, hein, c'est ça, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on est à la fois dans une gouvernance partagée entre les usagers, les entrepreneurs, le territoire et l'association, et une participation aussi au modèle économique de la structure. Alors Anne-Sophie, pour le chiffre de 1 à 10, il est cité donc par Anna Payet dans la vidéo. Je vais lui retourner votre question sur le détail du calcul pour que vous ayez les éléments plus précis. Et donc, on a une question par ailleurs de Christophe sur est-ce qu'on connaît un endroit ou une organisation de récupération de déchets compostables à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Alors là, ça va vraiment dépendre des territoires. Il y a des territoires où ça s'est fait notamment par le service de récupération de déchets ou le service espace vert. Enfin, typiquement sur l'île, par exemple, il y a des composts de quartier qui permettent aux gens d'aller mettre leurs déchets verts et autres déchets et qui sont ensuite récupérés. Ça peut en plus alimenter des filières de méthanisation qui peuvent se constituer. Donc ça, c'est possible. Des associations peuvent porter aussi ce genre d'initiative. Les déchetteries traitent pas tout le temps les déchets verts en France. Effectivement, dans toutes les déchetteries, vous pouvez aussi déposer les déchets verts en général. Donc il y a les filières, hein, effectivement. Et puis après, il y a des collectivités qui mettent en place aussi qui s'appuient sur des maîtres composteurs qui peuvent finalement aussi être des personnes ressources qui vont pouvoir orienter en fonction des quartiers au bon endroit. Alors, avez-vous d'autres questions sur ce module déchets et économie circulaire? Ce qui est intéressant aussi sur ces approches de recyclage, réemploi, c'est que c'est assez pourvoyeur d'emploi également. Enfin, ça permet de dynamiser l'emploi sur un territoire. Bon, il y a plusieurs chiffres hein, qui donnent un peu cette idée là, mais l'ADEME par exemple parle de 800 000 emplois sur le potentiel de l'économie circulaire en France, donc c'est un chiffre un peu macro comme ça, mais ça donne quand même une idée de toute la dynamique que ça peut créer. Et puis surtout, on voit que quand on passe d'une filière de mise en décharge, par exemple des déchets, à une filière plutôt de tri, valorisation, récupération, le rapport il est de 1 à 50. Donc c'est assez intéressant aussi de se dire que finalement, engager des actions dans cette dynamique, ça permet même si on n'a pas forcément la compétence économique, de dynamiser l'économie, l'emploi sur son territoire. Alors,
la question sur la mise en place d'un composteur électromécanique. Nous n'en avons pas. On va se tourner vers les spécialistes de la question, mais la question est bien notée. Comment impliquer les entreprises professionnelles dans ces démarches, sachant que souvent leurs déchets ne sont pas collectés par la collectivité? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, la question des déchets, des entreprises est assez intéressante. On parle par exemple beaucoup des déchets du BTP, qui est une très grande quantité des déchets issus de l'activité des entreprises. Donc pour ça, il y a des structures qui existent, notamment en région Hauts-de-France, qui essayent de dynamiser cette récupération des déchets. Alors il y a deux démarches, c'est-à-dire qu'on fait à la source, on essaie de concevoir une activité économique qui va produire moins de déchets. Et puis pour les déchets qui existent, on a par exemple en région une structure qui s'appelle le CD2E qui anime notamment une bourse des déchets pour les entreprises afin qu'elles puissent finalement mettre dans cette bourse les déchets dont elles disposent pour que ça puisse éventuellement profiter à d'autres structures. Donc là, on rentre dans des logiques aussi d'écologie industrielle et territoriale où finalement les déchets d'une entreprise peuvent servir de ressources pour une autre. Et sur le rôle de la collectivité, je pense notamment à un témoignage qu'il y a dans le module de la PFL Carambeau qui justement mène un gros travail d'animation des entreprises de son territoire pour les mettre en réseau et les faire échanger entre elles sur tout un tas de sujets, et les déchets étant un des sujets qui y sont traités. C'est-à-dire que ça permet de se dire, voilà, moi j'ai un flux de tel type de déchets, carton, qui pourrait éventuellement servir à une autre entreprise du territoire. Et donc, petit à petit, au travers de cette animation d'écosystème des entreprises de son territoire, ils mettent en place une logique d'échange, soit de pratiques, soit de ressources entre elles. Bon, c'est vrai que la question des déchets pas collectés, et souvent, pour les professionnels, il y a un coût de récupération des déchets dans les déchetteries. C'est aussi ce qui amène parfois le problème des déchetteries sauvages ou des dépôts sauvages qui sont vraiment problématiques. Donc là, on a effectivement un enjeu qui est fort. Après, c'est aussi la possibilité de développer des services. On a un exemple qui est évoqué dans le MOOC d'ailleurs par Christiane Bouchard, qui est présidente du réseau Territoire et Économie Solidaire sur le territoire lillois, avec une entreprise de récupération des huiles de friture qui s'appelle GECO, pour essayer de développer un carburant à cette base-là. Alors, tout le monde n'est pas des Hauts-de-France ici, on mange beaucoup de frites dans les Hauts-de-France, donc il y a un gisement d'huile de friture conséquent. C'est pas forcément reproductible partout, mais c'est pour donner un exemple intéressant de ce côté-là qui peut être développé. D'ailleurs, il se diversifie aujourd'hui sur d'autres types de déchets, donc le marc de café, par exemple, donc là, il y en a un peu partout, mais pas forcément. Voilà. Donc, pour dire que finalement, ça peut donner lieu à effectivement, comme tout à l'heure, à des initiatives privées, associatives, de tout type, qui peuvent venir prendre en charge ce besoin-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la collectivité peut aussi créer des partenariats avec ces acteurs, et c'est ce qu'explique Christiane Bouchard dans le module, où finalement, ils ont mis en place avec GECO un partenariat d'innovation qui permet, au fur et à mesure, d'expérimenter de nouvelles choses sur différents types de déchets et de créer une coopération entre l'entreprise et, là c'est la ville de Lille, dans le temps long, autour des déchets produits par les restaurateurs du territoire lillois. Pour la question d'Amélie Fesneau, alors vous avez dû vous absenter, mais vous avez le droit, vous inquiétez pas. Des composteurs collectifs déjà faits, déjà produits, je pense que ça doit exister, mais faut trouver quel est l'acteur qui peut les proposer. Et effectivement, faire du compost, des fois, on n'a pas de jardin, mais on veut faire du compost. Donc, c'est l'enjeu des composteurs collectifs de quartier, effectivement, à être récupérés. Tout à fait. Merci Anne-Sophie pour la réponse à Amélie. Alors, ce que je vous propose, parce que le temps passe, Antoine, est-ce que tu avais un message à passer
de plus. On a noté les questions, donc on vous fera des compléments comme on vous l'a dit. Et puis du coup, je vous propose qu'on passe au parcours 4 sur énergie et habitat. Et donc, merci Antoine pour ta contribution. Merci. Et c'est Emmanuel Latouche qui va prendre la suite. Merci au fan club. Donc Emmanuelle Latouche, directrice adjointe du CERD en charge du pôle et de l'Observatoire Climat Hauts-de-France. Bonjour. Voilà. Et donc même principe, à vos claviers pour vos questions si vous en avez, si vous avez déjà démarré ce parcours sur ce sujet. Et peut-être Emmanuelle réintroduire un petit peu la manière dont il a été construit. Oui. Effectivement, c'est un parcours qui nous a paru intéressant, notamment à nous qui travaillons sur le changement climatique. La question du bâti en général et particulièrement en Hauts-de-France, que ce soit le bâti dans lequel on loge ou le bâti dans lequel on travaille d'ailleurs, hein, mais qui est moins abordé dans ce module, a été… enfin, cette question-là, elle est essentielle puisque au niveau des émissions de gaz à effet de serre, comme vous le savez, la contribution du parc bâti est considérable. Et cette contribution, elle vient notamment de nos consommations d'énergie dans l'habitat. Donc, ça nous a semblé important de faire une focale sur cette question de l'habitat et du résidentiel en particulier, des consommations énergétiques dans ce parc bâti et justement de la manière dont les collectivités peuvent contribuer à améliorer la performance énergétique de ce bâti et donc à réduire les consommations énergétiques et donc à réduire la contribution au changement climatique. Voilà. Donc, on a construit ce module dans ces termes. Peut-être tu peux rajouter pour la place des interviews, mais je crois que ça nous semblait important d'avoir des témoignages de choses très concrètes qui ont pu être faites dans le domaine de la réhabilitation du bâti. Effectivement, il y a… j'ai une question, ça va être répondu par mes collègues. Derrière, on est parti de ce sujet-là, de l'énergie notamment dans le bâti, pour mettre aussi en valeur des expertises sur lesquelles les acteurs peuvent s'appuyer, sur lesquelles alors à la fois pour la rénovation, avec le CD2E en particulier, mais également autour de la construction neuve, et en essayant d'élargir sur les questions au-delà du bâtiment, d'urbanisme. Puisque derrière, l'enjeu, c'est de pouvoir réussir, d'une part, à réduire, progresser dans le sens d'une sobriété énergétique dans les territoires. Il y a un défi qui est celui fixé de la neutralité carbone en 2050, qui est affirmé dans la loi énergie-climat qui vient d'être adoptée. Et par ailleurs, c'est aussi comment on peut travailler à relocaliser de la production énergétique, et notamment sur la base d'énergie non carbonée, d'énergie renouvelable. Et là, on a plusieurs retours d'expérience qui sont proposés, d'une part par une association de développement d'énergie citoyenne qui est située dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Énergétique, et d'autre part par une collectivité. Alors c'est le seul exemple dans le MOOC qui n'est pas issu des Hauts-de-France, c'est la commune de Malonnet qui en Normandie près de Rouen, c'est pas très loin, mais où d'abord c'est une petite collectivité, 7000 habitants environ, mais qui s'est lancée de manière résolue dans une stratégie énergie ambitieuse autour de la démarche Citergy, l'outil Citergy développé par l'ADEME, et qui n'est du coup pas que mobilisable par une intercommunalité, mais aussi à plus petite échelle. Oui, par les communes notamment. Il y en a quand même pas mal qui se sont appropriés cet outil de gestion de l'énergie globalement sur le parc bâti d'un territoire, entre autres parce que l'outil est plus large que ça. Alors, est-ce que par rapport à ces enjeux, il y a des questions? Je m'habitue aussi moi à l'écran. Pas encore. Je pense que une logique qui prévaut dans l'ensemble du module, c'est, on s'est beaucoup, vous l'avez compris, je pense pour beaucoup d'entre vous, appuyé sur le schéma, le modèle Négawatt, qui est un modèle qui effectivement priorise un peu la réflexion qu'on peut mener sur un gisement d'économie d'énergie, en priorisant, comme tu disais, la sobriété, donc moindre recours à la consommation d'énergie. Donc partout où on peut faire des économies de consommation, c'est quand même le plus intéressant. Ensuite, en activant tous les leviers d'efficacité énergétique, parmi lesquels figure la performance thermique du bâti. Et enfin, en recourant sur le talon de consommation aux énergies renouvelables. Et cette logique de sobriété d'abord, efficacité ensuite et alternative enfin, c'est une logique qui est extrêmement intéressante à avoir comme fil rouge de n'importe quel raisonnement en matière de gestion de l'énergie ou de n'importe quelle ressource d'ailleurs en général.
Alors oui, merci pour Julie qui vient de poser la question. Faire un diagnostic sur le scénario négawatt à l'échelle d'une petite ville est-il pertinent? Je pense qu'il faut voir avec l'association de Négawatt elle-même si eux sont en capacité de faire un diagnostic véritablement sur un parc bâti. Peut-être le font-ils, mais de toute façon, il y a toutes sortes de bureaux d'études qui sont capables de faire un diagnostic énergétique sur un ensemble de patrimoine immobilier, que ce soit celui de la ville ou un peu plus largement. Il y a plein d'outils pour le faire. Mais ce qui vaut avant tout, c'est effectivement de faire ce diagnostic et ensuite de dérouler le raisonnement négawatt que je viens de rappeler pour choisir des axes de programmation ou d'animation sur le territoire. Et donc, sur les économies d'énergie, c'est clair que l'équipement un peu classique, espace info-énergie ou guichet d'accueil avec recommandations pour les habitants est un levier. Un travail à destination des agents qui gèrent des bâtiments du parc municipal, par exemple, est un autre levier. Réinterroger l'ensemble des factures en allant voir au centre de gestion du coin comment s'organisent les consommations d'énergie, combien on paye. Voilà, tous ces leviers-là sont des choses très très concrètes qui relèvent avant tout du bon sens et qui visent ce premier axe qui est l'économie d'énergie déjà quoi qu'il arrive. Et ensuite, le diagnostic prend tout son sens par contre quand il s'agit de mesurer l'efficacité des bâtiments, enfin l'efficacité énergétique des bâtiments, encore une fois que ce soit les bâtiments municipaux ou les bâtiments plus largement qui existent sur le territoire, dans le parc social ou dans le parc privé. Et là, effectivement, on s'engage plutôt dans des voies de réhabilitation organisée des logements, opérations avec les bailleurs sociaux pour trouver des aides européennes ou que sais-je, pour procéder à l'amélioration des isolations de ces bâtiments. Enfin, après, il y a toute une famille d'actions qui peuvent se décliner pour aller chercher l'efficacité énergétique accrue du parc. Voilà. Et enfin, le développement des ENR peut être raisonné quand même en parallèle, puisqu'il répond le plus souvent quand même à un besoin de consommation énergétique résiduelle, puisqu'on n'arrivera pas à zéro sur les consommations de l'énergie. Donc, on sait d'avance qu'on va avoir besoin d'énergie renouvelable. Il y a un enjeu peut-être de mutualisation aussi de ces travaux de diagnostic et de recherche de la sobriété en la matière. On en parle dans le module 4.7 avec Joséphine Reynaud sur comment on construit une politique énergétique locale. Il y a différents dispositifs qui existent. On peut penser au conseil en énergie partagée, par exemple, ou également le travail que peuvent faire les syndicats d'énergie. Absolument. Alors, c'est vrai que merci de m'emmener sur cette voie. Les CEP, donc les conseils en énergie partagée, sont des dispositifs soutenus par l'ADEME, à peu près dans toutes les régions, à ma connaissance, qui permettent effectivement, quand on n'a pas forcément les moyens sur une seule commune de gérer le parc bâti, enfin l'énergie dans son parc bâti, on peut, avec les communes voisines, embaucher à plusieurs, avec l'aide de l'ADEME, un conseiller en énergie partagée. En général, c'est une personne physique, voilà, qui est un peu experte en matière d'énergie et qui va faire les diagnostics de performance énergétique des bâtiments municipaux, mais du coup sur plusieurs communes et embauché donc par ces plusieurs communes, enfin par ces différentes communes, et faire des prescriptions d'intervention, soit sur renégocier le contrat d'énergie, soit isoler tel et tel bâtiment en priorité, etc. Et bien souvent, on dit dans les expériences qu'on a ici, par exemple sur le SCOT du Grand Douaisis, je me souviens des premières expériences, que le salaire du CEP est amorti en moins de 2 ans. Par l'ensemble des interventions qui sont préconisées quand elles sont suivies des faits et qui se traduisent par des économies d'énergie complètement substantielles pour les collectivités. Donc ça, franchement, les CEP, c'est un beau dispositif. Et nous, sur pas mal d'intercos, on a non seulement un, mais plusieurs CEP finalement qui ont été embauchés parce que le constat, il est absolument évident de la rentabilité de ce type de démarche. Ensuite, tu parlais d'un autre dispositif. Des fédérations des syndicats d'énergie. On a effectivement, nous, sur le sud de la région, sur le versant Picard, des syndicats d'énergie qui fédèrent en tant que syndicat mixte des collectivités et qui sont effectivement des ingénieries mutualisées extrêmement intéressantes pour mener à bien des opérations collectives qui visent l'amélioration de l'habitat ou globalement la gestion de l'énergie. Et je pense en particulier aux études de planification énergétique, qui sont des études très intéressantes d'analyse des besoins d'énergie sur un territoire à la fois actuel et prospective.
Et chez nous, le syndicat d'énergie de l'Oise, par exemple, de l'Oise, a mené un certain nombre d'EPE, donc d'études de ce type-là, mais d'une manière regroupée. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui a mené ces études-là sur X territoires, j'ai oublié le nombre exact. Et donc, on voit bien qu'il y a là une mutualisation d'ingénierie et d'expertise extrêmement intéressante pour les territoires qui, du coup, payent presque rien ou très peu cher pour bénéficier de cette expertise mutualisée. Sans compter que derrière, ça peut aboutir à des projets eux aussi mutualisés, des synergies entre territoires pour de l'achat groupé de prestations, pour de l'apport de matériel ou de la synergie autour de certains bâtiments. Enfin, on imagine les complicités qui peuvent se faire jour entre territoires, entre communes d'un même territoire. Autour de ces questions énergétiques, voilà, le panier d'imagination est tout à fait infini. Ça marche par exemple pour des renouvellements de lampadaires, de candélabres Voilà. sur l'éclairage public, qui est une source importante de consommation d'énergie. Et donc, il y a un gisement d'économie d'énergie qui est considérable là-dessus. Et effectivement, affronter la question du marché public autour de l'éclairage avec cette mutualisation au sein des syndicats d'énergie, par exemple, ça peut être une solution. Absolument. Alors, il y a une question d'Anne-Laure sur l'incitation pour les collectivités à adopter un habitat moins énergivore, type tiny house. Alors, je ne connaissais pas, moi, le village des tiny house à Rezé. Donc, on va aller se renseigner. Oui, c'est toujours possible pour les territoires et ça se profile à Lille aussi, effectivement, cette initiative de tiny house, mais d'encourager effectivement des habitants qui voudraient soit plusieurs, soit séparément, enfin, être dans des logements moins énergivores. Moi, je ne connais pas les dispositifs d'intervention précis, mais je sais que évidemment, une ville peut décider de soutenir des initiatives de ce type-là, soit par des aides directes, soit par le biais d'aides ou d'intervention d'associations qui seraient subventionnées par la ville pour contribuer au développement de ce type de projet. Voilà, je pense que la question, elle est plutôt un peu générale, hein, je crois. Donc évidemment, tout ça peut être encouragé, mais on a tendance quand même à penser en matière d'efficacité de l'intervention publique que intervenir sur le parc existant est quand même non seulement indispensable, mais plus efficace proportionnellement, puisqu'on sait quand même que les nouvelles constructions, elles, vont être énergétiquement au rendez-vous, performantes du fait des lois, des réglementations thermiques successives. Et donc, là où il y a un gisement d'économie d'énergie et donc de gaz à effet de serre, c'est vraiment sur le parc ancien. Et donc, on dit qu'on n'échappera pas à une intervention systématique sur le parc ancien. Donc, je crois qu'il ne faut pas, voilà, il faut vraiment se concentrer quand même sur ces opérations de réhabilitation qui sont les plus rentables à tout point de vue, même si elles sont malheureusement encore un peu chères. Il y a la question du bâti lui-même et du type d'habitat aussi qui est en lien. Le pavillonnaire en étalement urbain est une difficulté multiple, à la fois sur les questions de déplacement, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'extension des réseaux, sur la consommation de terre. Donc, au-delà du bâtiment lui-même et de sa performance, il y a aussi le type d'habitat qui est à réfléchir au maximum. Et ça, les documents de planification sont là pour essayer de réfléchir sur cette évolution, puisque là aussi, dans le plan biodiversité, il y a un enjeu, c'est de progresser vers la zéro artificialisation nette. On voit bien, hein, neutralité carbone, zéro artificialisation nette, on est, comme on parle de 100% bio ou 100% des scénarios 100% énergie renouvelable, aujourd'hui sur la table, ce sont des perspectives de rupture par rapport au laisser-faire actuel qui émergent et y compris portés par les pouvoirs publics et qu'il faut mettre en débat. Et donc, quand on parle d'accélération des transitions, c'est aussi en référence à ces sujets-là. Je vois une question sur l'union sacrée pour aller vers les zéro carbone. La réponse est oui, bien sûr. Et comme le disait Antoine, la neutralité carbone a été affichée comme un objectif à 2050 par l'accord de Paris pendant la COP21, et repris aujourd'hui dans les différentes lois nationales, dont la nôtre, tu le rappelais, ce qu'on appelle la petite loi climat-énergie là qui vient de sortir, reprend cet objectif de neutralité carbone. Oui, bien sûr, il faut s'organiser pour aller tous dans ce sens, mais que dire de plus? Enfin, il faut réinterroger tous nos modes de production et de consommation pour que véritablement les émissions de gaz anthropiques, donc d'origine humaine, soient réduites au maximum et in fine compensées par de la fixation de gaz dans les sols, la biomasse ou éventuellement par certaines technologies. Donc oui, union sacrée dans cette direction, bien sûr, je suis d'accord. On ne peut que souscrire à cet objectif. D'ailleurs, c'est l'opérationnalisation politique qui va faire débat politique, évidemment. Donc là, on sort de notre domaine
de notre côté. Absolument. Alors sur les publicités digitales, j'ai pas de réponse pour ma part. C'est est-ce qu'on peut limiter par arrêté municipal les dispositifs de publicité digitale? Le débat est en cours à Lille, typiquement là dans le cadre des municipales, et il faut effectivement en finir avec ces hérésies énergétiques. En tout cas, c'est mon avis. Là, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est de bon sens. Et la ville a quand même différents moyens, notamment parce que ces publicités digitales viennent souvent, d'après ce que j'ai compris, se connecter sur le réseau de distribution électrique de la ville. Je pense que la ville peut s'inscrire dans un rapport de force avec les acheteurs, enfin avec les gens qui veulent faire ces publicités digitales ou les installer dans le métro et tout ça. Et voilà, et menacer de gêner en tout cas l'approvisionnement énergétique de ces publicités. Bon, c'est un exemple, mais on est limite désobéissance civile, donc je vous laisse juger. Ensuite, sur une intervention concrète en diagnostic thermique, et donc là, on a beaucoup d'opérateurs qui sont capables de faire des diagnostics thermiques, des bureaux d'études en nombre, et parfois les espaces info-énergie peuvent prêter du matériel. Certains espaces info-énergie se sont équipés de matériel de caméra thermique et de relevé de température, de tas de petits matériels comme ça, pour pouvoir prêter aux particuliers et que les particuliers fassent un espèce d'auto-diagnostic de leur source de froid dans les logements. Donc ça se fait, mais sans faire de publicité. Il y a aussi des grands loueurs qui louent des mallettes qui permettent de faire déjà un petit auto-diagnostic thermique à domicile. Sur la réduction des projets de construction de nouveaux logements imposés par les préfectures. Alors du coup, je m'interroge, est-ce que c'est pour être en conformité avec la part de logements sociaux présents sur les territoires? Est-ce que je ne sais pas trop comment faire. La densification doit sans aucun doute être un objectif pour réduire la consommation de terre. Après, il faut aussi réfléchir à que tout ne soit pas bétonné dans le tissu urbain, parce que il y a besoin aussi d'espace de respiration. La question de l'adaptation au réchauffement climatique, les canicules, l'aldébo, albédo, je l'ai dit à l'envers, urbain également nécessite la présence de végétal de plus en plus, et donc être dans une densification à outrance est aussi problématique de ce point de vue-là. Bon, j'ai une réflexion, il y a un bilan récemment qui a été fait par l'Adréal en Hauts-de-France sur la consommation de terre qui est essentiellement liée à la construction de logements, alors que le besoin de logement n'est pas aussi important que le nombre de logements qui sont construits. Et on voit qu'il y a sans aucun doute une réflexion à faire entre la construction de logements et le développement des territoires, puisque la plupart des SCOT surestiment le besoin et les projections démographiques dans leur territoire en termes de besoin de construction de logements. Donc c'est une question aussi autour du développement local lié à l'étalement urbain. Après, il faut pas oublier d'aller voir dans les SRADET qui sortent à travers la France et qui n'ont pas tardé à être finalisés ici chez nous en Hauts-de-France, pour voir si effectivement les surfaces artificialisées sont plafonnées. Et donc, plutôt que d'imposer une limitation dans la construction de nouveaux logements, je pense que c'est plutôt par cette entrée d'un quota d'artificialisation qui pourrait être accordé à la fois à l'échelle de la région et derrière ventilé par territoire, qu'il faudra aller chercher la clé de la régulation. Et puis, je ne répète pas tout ce que tu viens de dire après sur la recherche d'équilibre localement en matière de densification. Mais la priorité des priorités, c'est de stopper, de freiner vraiment de manière extrêmement radicale l'artificialisation des sols. On n'arrivera pas à relever le défi du changement climatique si on ne mobilise pas la question des sols naturels. Donc SRADET, schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'équilibre des territoires. Voilà, et qui doivent être opposables une fois qu'ils seront adoptés. Absolument. Donc, ils seront plus forts que les anciens schémas régionaux climat air énergie. Aujourd'hui, si vous êtes toujours bien connectés, est-ce que ça marche? Eh bien, je pense. Est-ce que, alors un appel au clavier, est-ce que vous nous entendez toujours? Vous avez dit oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu un petit doute technique. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions sur ce thème de l'énergie?
Sachant que l'heure tourne aussi. Une précision, je pense que vous l'avez perçu selon votre avancée dans le MOOC, mais la question du climat, c'est une question qui est totalement transversale à l'ensemble des modules. Nous, on a la chance d'avoir un observatoire qui vient de sortir de nouveaux chiffres à l'échelle Hauts-de-France. Malgré tous les efforts qui sont faits, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse depuis 2013. Et donc, on n'a pas volontairement fait une entrée purement climat dans ce MOOC, mais elle est transversale à l'ensemble des MOOC. Évidemment, celui sur l'énergie et l'habitat, parce que c'est l'énergie et le climat, les émissions de gaz à effet de serre, c'est extrêmement lié, mais il y a un enjeu d'accélération et qui concerne l'ensemble des secteurs, et c'est pour ça qu'on a essayé de l'aborder de manière transversale dans l'ensemble des modules. Voilà, donc vous pouvez trouver sur le site de l'Observatoire les dernières publications de l'Observatoire Climat Hauts-de-France, là que je vous montre, ça a cette tête-là, où sont rassemblés les derniers chiffres, effectivement, en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Donc, on a les constats que Antoine vient d'énoncer, et on a un autre feuillet de 4 pages qui concerne les bonnes nouvelles, et donc le tableau de bord des énergies renouvelables produites en Hauts-de-France. Voilà, donc c'est toute fraîche donnée voilà, à utiliser sans modération. Voilà. Eh ben, merci Emmanuel. Merci. Merci et bonne continuation. Bon MOOC à tous. Et on va poursuivre. Alors du coup, je vais rester. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir avec moi pour parler de mobilité durable? S'il y a des questions. Alors, il y a une question, Florence. Qui contacter par téléphone ou CERT pour résoudre l'aspect technique d'accès au MOOC? Eh ben, les problèmes techniques d'accès au MOOC sont plus liés à la plateforme 360 Learning, donc on peut relier les questions et les demandes. Je vous invite à nous mettre un mail et on essaie de traiter ça assez rapidement. Ça ne marche pas avec eux. Voilà, on a un point avec eux lundi, pour tout vous dire. Écoutez, on va vous recontacter. Non, je vous en prie. Alors, c'est gentil, Lucille, de m'avoir rejoint. Alors, module 5, alors je pense que comme on progresse, il y a de moins en moins de gens qui y sont arrivés encore. Donc, à vos claviers, si vous avez des questions sur l'aspect mobilité durable. Le parcours 6, biodiversité, on en a déjà parlé, mais il peut y avoir à nouveau des questions. Et puis sur 7 et 8 également, je reste là-dessus. Enfin, je reste pour répondre aux questions sur le sujet. Donc, mobilité durable, encore une fois, on a essayé de construire les parcours aussi en lien avec des problématiques fortes pour les collectivités et leurs compétences à l'échelle municipale ou intercommunale selon, et derrière avec des enjeux qui touchent à l'aménagement, au déplacement, à l'organisation collectivité aussi qui peut optimiser ses déplacements. Et le but a été de réfléchir à comment, parce que c'est ça le grand enjeu de la mobilité durable, et réussir à réduire d'un côté les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et donc essentiellement liées à l'usage de la voiture individuelle, puisque pour tout ce qui est transport en dehors du transport de marchandises, la part d'émissions de gaz à effet de serre qui est liée directement à l'usage de la voiture individuelle est très largement majoritaire. Et que donc le levier il est là. D'ailleurs, au niveau des bilans des émissions de gaz à effet de serre en général, le secteur des transports est toujours en augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut réussir à pousser cet enjeu-là. Et en même temps, l'enjeu de la mobilité, c'est aussi un enjeu d'égalité d'accès aux services, d'égalité d'accès à l'emploi, et avec de fortes disparités selon les populations et selon également les territoires. Entre des populations qui sont un peu reléguées dans des tissus urbains en déshérence ou qui ne sont pas ou peu desservis par les transports en commun, ou dans les territoires ruraux où il n'y a pas d'offres de transport en commun disponibles. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de construire un parcours qui aborde à la fois la question des mobilités actives, vélo, trottinette, marche à pied, évidemment, et la manière dont on peut
aider en tant que collectivité à les développer, en s'appuyant notamment sur l'expertise de l'association Droit au vélo qui porte en région Hauts-de-France un centre de ressources sur l'écomobilité. On a essayé d'aborder également la manière dont on peut optimiser la voiture individuelle, et ça, c'est les solutions d'autopartage qui sont présentées notamment par un opérateur économique qui s'appelle Cities, qui est présent au niveau national et qui montre comment on peut ne pas avoir recours nécessairement à l'achat d'un véhicule, mais néanmoins pouvoir en avoir l'usage avec des solutions de mutualisation de véhicules individuels, de voitures individuelles, enfin de voitures qui ne sont pas individuelles, vous avez compris, excusez-moi pour le lapsus. Également aborder la question de l'aide à la mobilité en milieu rural et d'offres de mobilité à la demande. Et donc, on a été s'appuyer sur l'association Lien Plus qui est présente dans le secteur du Ternois et des Sept-Vallées dans le Pas-de-Calais, un secteur très rural du Pas-de-Calais. Et enfin, sur la question des transports collectifs, c'est vrai qu'on a un territoire en région Hauts-de-France qui a fait pas mal parler de lui cette dernière année avec sa décision de passer au 100% gratuité du transport collectif. C'est la communauté urbaine de Dunkerque et qui est la collectivité la plus importante en termes de population à avoir pris cette décision radicale, un changement total du modèle de ce point de vue-là. C'est pas la première, il y avait des collectivités, des intercommunalités plus petites et moyennes qui avaient déjà fait ce choix de la gratuité. Et donc, on a été chercher un retour d'expérience de leur côté, sachant que l'agence d'urbanisme de la région de Dunkerque, en accompagnement de cette décision, a mis en place un observatoire des villes du transport gratuit et qui mène des études pour essayer de documenter les impacts, les effets, notamment en termes de report modal et également en termes d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a été notre choix. Et puis enfin, sur la question du management de la mobilité, la loi mobilité, alors du coup j'ai un petit doute, elle est enfin passée la loi mobilité ou elle est encore en discussion? Je pense qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais qu'elle n'est pas encore promulguée. Mais mes anti-sèches vont me répondre. En tout cas, il y a des plans de mobilité. On a parlé avant de plans de déplacement entreprise ou de plans de déplacement administration qui sont en cours de développement dans ce sens-là. 19 novembre adopté. 19 novembre adopté, donc j'étais plus sûr. Merci beaucoup. Il y a une convergence de ces textes de loi sur l'objectif neutralité carbone, effectivement, comme le rappelle Emmanuel. Donc voilà la manière dont on a essayé de dérouler ce parcours. Il y a encore des points aveugles aussi qu'on essaiera peut-être de renforcer pour une deuxième session après les élections municipales. Je pense notamment sur la question de l'interconnexion entre systèmes de transport urbain ou territoriaux et transport régional, les systèmes TER, etc. Là-dessus, on va travailler pour apporter une séquence complémentaire pour une seconde session après les élections municipales pour aborder aussi cette dimension. Super. Oui, merci. J'espère qu'on va y arriver. Non, c'est bien. Alors, est-ce que vous auriez des questions si vous avez démarré ou même si vous n'avez pas encore démarré ce parcours? Pas de questions pour le moment. Non, je passe. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce module-là et qu'il y a moins de questions. Donc, on va vous laisser prendre le temps aussi d'arriver jusque-là. Alors, une question sur l'énergie que vous souhaitez transmettre par écrit. Soit vous contactez l'adresse climat, c'est Pôle Climat, non, Climat tout court, hein, climat@cerd.org, mais je vais vous la taper, ce sera plus simple. Là, je suis parti. Attends, je fais juste un truc, Vas-y, mais vas-y, il y a continue. Il y a Sandrine Cox connectée. Je vais juste désactiver le micro parce que pour éviter les interférences. Voilà. Et bienvenue. C'est Sandrine.
Alors, je trouve plus. Climat, arrobase. Alors, attends, je vais juste remettre là. Voilà, hop. C'est bon. Voilà, bon, vous l'avez entendu. C'est bon. Merci Marjorie. Merci. Alors, vous pouvez, si vous avez des questions sur les thèmes qui ont été abordés précédemment, mais à laquelle vous avez pensé après coup, vous pouvez aussi poser tout de suite vos questions sur alimentation durable, biodiversité, déchets, économie circulaire, énergie. Et pour les questions qui vont venir après, bah écoutez, je vous laisse la mienne, il n'y a pas de problème. Je m'excuse d'avance si je ne vous réponds pas dans la minute ou dans la journée, mais la voici. Exclusivité. Ouais. Comment? Alors, on arrive à la fin du timing qui était proposé. On peut prendre encore quelques minutes, hein, bien sûr. Je vais vous présenter également le module sur l'innovation sociale et citoyenne qui a été coordonné par notre collègue Alexis Montaigne, mais qui n'est pas présent aujourd'hui. Notre volonté dans ce module, c'était aussi de voir comment la collectivité peut être en appui d'initiatives qui viennent de collectifs d'habitants ou d'acteurs économiques qui essaient de réfléchir à un développement et la production de services sur le territoire de manière différente. On a pris plusieurs exemples, notamment l'émergence de tiers-lieux, qui permettent d'avoir des espaces de coworking, des Fab Labs, de travailler sur des enjeux de numérique, de robotique. Il y a plein d'initiatives qui émergent dans les territoires pour amener les acteurs à travailler autrement, à créer des collaborations, des coopérations dans les territoires et à produire de la valeur économique différemment. Donc là, on a été voir le tiers-lieu, la machinerie à Amiens qui s'est développé notamment autour des questions de robotique et d'un Fab Lab qui est assez dynamique. Donc on vous laissera découvrir ce témoignage. Montrer aussi qu'une collectivité et des élus ont intérêt à être attentifs aux initiatives portées par des acteurs privés ou d'autres administrations ou institutions en termes de transition écologique, énergétique et sociale qui sont menées en interne, parce que la reconnaissance et l'appui de la collectivité peut aider la dynamique interne et pour les porteurs de projets en interne. Il y a souvent besoin d'avancer dans ce sens-là. Et puis, oui, j'ai proposé quelques minutes de plus, mais 14h30, on termine. On arrive à la fin, en fait, et les gens commencent à partir. Donc, attendez juste la fin de l'intervention d'Antoine. Pour ceux qui en ont la possibilité, évidemment. On a également été chercher un témoignage intéressant sur une initiative nationale qui est celle de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui essaie de repenser la manière dont on peut mobiliser des acteurs qui sont en recherche d'emploi sur des services qui apportent des services collectifs de biens publics. Et c'est vrai qu'on est dans le cadre d'une loi d'expérimentation à ce niveau-là, mais avec des quartiers sur la métropole lilloise qui sont dans cette expérimentation. Et donc, on a un retour d'expérience porté par Marc Godefroy, qui est le conseiller communautaire de la métropole européenne de Lille à l'économie solidaire, et également qui suit cette expérimentation. Et enfin, ça c'est aussi une initiative qui est portée, largement popularisée par les films comme on a vu comme Demain par exemple, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. C'est celle des monnaies complémentaires locales. Et donc on a là aussi des retours d'expérience qui sont proposés, notamment avec l'APES, Acteurs pour une économie solidaire, qui vient témoigner de l'intérêt d'essayer de travailler au développement de monnaies locales complémentaires et des éléments de méthodologie qui peuvent aider à avancer dans ce sens-là. Et puis enfin, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure quand on parlait de
déchetterie ressourcerie. C'est le pôle territorial de coopération économique du Pays de Bray, autour de la maison d'économie solidaire mise en place à ce niveau-là. C'est comment des acteurs économiques, des acteurs qui sont du monde de l'assertion, peuvent se mettre à coopérer avec une collectivité, avec un territoire, pour essayer de monter une offre de services économiques au bénéfice du territoire, à travers un modèle qui est celui de la société coopérative d'intérêt collectif, qui a un statut particulier qui permet à la collectivité de prendre des parts dans le projet collectif, d'investir, ça peut être en argent, ça peut être en temps également, ça peut être en locaux, pour essayer de travailler à l'émergence d'une offre économique qui réponde aux besoins du territoire, à des enjeux d'intérêt général local, et la manière dont ces coopérations peuvent se construire sur un territoire. Et donc là, il y a un témoignage intéressant de Rachid Cherfaoui, le directeur de la maison d'économie solidaire du Pays de Bray. Et enfin, le parcours 8, on est plus derrière sur comment essayer de mettre tout ça en musique. Alors, on n'est pas sur une recette, pour ceux qui sont arrivés là-bas, on essaie de rappeler quelques convictions pour nous au CERD autour de cette question de comment mener la transition. Il y a un vrai besoin de s'appuyer sur de la participation citoyenne, et la participation citoyenne, c'est pas quelque chose qui est aisé à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'évidences qui n'en sont pas en la matière, et donc c'est une invitation à ne pas reculer face à ça, mais au contraire d'essayer de s'appuyer sur des acteurs et des dispositifs qui vont vous permettre d'outiller au mieux vos démarches pour aller recueillir d'une part les besoins, les désirs, mais aussi les mettre en discussion par rapport aux enjeux de transition, que ce soit énergétique, territorial, écologique, économique, etc. Parce que l'enjeu, c'est pas de répondre derrière à une liste de demandes d'habitants, c'est de pouvoir les recueillir, mais aussi les qualifier progressivement pour accélérer cet enjeu de transition, et de voir comment on peut les faire converger au mieux. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort dans tout type de projet, et encore plus quand on réfléchit à un projet de territoire, essayer de pouvoir s'appuyer au maximum sur une participation habitante, mais également multi-acteurs, avec les acteurs économiques, associatifs du territoire, sur essayer dans quel territoire on veut vivre finalement à l'horizon de 5 ans, de 10 ans, et comment ces enjeux de transition vont impacter le territoire, et comment faire ça de manière positive. Deux autres convictions. Vraiment que là, on déborde un tout petit peu. Il y a des personnes, on avait dit qu'on terminait vers 11h30. Donc, voilà, si je l'ai précisé pour ceux qui souhaitent rester, on peut prendre quelques minutes. Je vois que les gens restent encore. On était monté à 23, on est encore 18. Donc, voilà, on s'arrête dans 5 minutes. Je termine juste la présentation du module. Derrière, on l'a évoqué tout à l'heure sur l'alimentation, essayer de trouver des portes d'entrée pour essayer d'avoir des impacts positifs sur différents domaines énergétiques, autour de la biodiversité, autour du développement économique, de la construction de filières. C'est essayer de décloisonner à partir d'actions concrètes la manière dont on peut essayer de décloisonner les choses. Et pour ça, on suggère un outil de questionnement des projets à partir des objectifs de développement durable des Nations Unies. On a 17. Prendre ça un petit peu comme une question. Mon projet, quel va être l'impact sur le climat? Quel va être l'impact sur la biodiversité terrestre ou la vie aquatique? Quel va être l'impact en termes de développement économique? Quel va être l'impact dans ce sens-là? Donc, avoir des outils de questionnement qui permettent d'essayer de réfléchir aux impacts, y compris dans des domaines qui ne sont pas ceux du porteur de projet ou de la délégation de l'élu. C'est aussi un outil qui peut permettre du dialogue entre élus ou entre techniciens au sein d'une collectivité. Et puis, enfin, la question d'essayer d'affirmer la stratégie de transformation sur le territoire et de la partager au maximum. Et pour ça, c'est comment réussir à définir des objectifs qui puissent être portés politiquement.
Si vous avez, je ne sais pas moi, un niveau d'introduction, je dis n'importe quoi, de produits d'origine bio ou locale de 12% dans vos cantines, si vous définissez un objectif de passer à 17,8%, ça n'a pas de sens et ça ne peut pas être porté politiquement. Et si on essaie de passer le message qu'il y a un enjeu d'accélération des transitions dans les territoires sur le mandat prochain, eh bien, c'est d'essayer d'amener les porteurs de projets et les élus à dire que cette transformation, elle doit être communicable et affichable très clairement par les élus pour aller rentrer en dialogue avec les acteurs de leur territoire et les habitants de leur territoire. Et donc, c'est un message de communication qui est important à porter. Voilà les quelques derniers mots que je souhaitais vous transmettre. Je pense que vous n'êtes pas encore très nombreux à être arrivés sur ce module-là. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous dans le cadre de la plateforme avec le petit système de vote. J'ai apprécié le contenu, j'ai appris quelque chose, je suis en désaccord. Derrière, ce sera aussi une manière pour nous d'apporter des compléments qui seront disponibles pour tous sur le forum de la plateforme. Et puis, on a indiqué des mails également dans le chat. Et puis, donc, vous redire que ce webinaire, il a été enregistré, donc il sera disponible à nouveau pour en revisionnage et qu'on va tâcher de compiler dans les jours qui viennent des éléments de réponse plus précis aux questions qui ont été posées par les uns et les autres et qui seront donc téléchargeables également. On va essayer de viser un objectif avant les vacances. On verra en termes de pour rendu. essayer d'avoir des premiers retours de ce côté-là. Voilà. On va essayer de compiler les différentes questions qui ont été posées pour que ça puisse servir effectivement aux autres participants qui n'ont pas pu être disponibles pour le webinaire. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Donc, comme l'expliquait Antoine, si vous avez encore d'autres questions, nous, on reste disponible aussi. Bonne formation. Et puis, la prochaine étape, ce sera aussi, donc on organise un prochain webinaire, donc le 17 janvier. Donc ça sera celui en janvier. On en organise un autre en février. Donc là, j'ai plus la date en tête, mais on vous la communiquera. Et n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le contenu ou même sur la plateforme, sur comment est-ce que vous trouvez l'outil, parce que nous, ça peut être vraiment précieux en fait d'avoir ces retours-là. Donc, merci à tous. On espère que ça vous a plu. Et alors, pour tous celles et ceux qui vont arriver au bout du MOOC, on vous adressera à ce moment-là par mail un petit questionnaire d'évaluation pour qu'on puisse aussi recueillir vos retours s'il y a des choses qui vous semblent avoir moins bien marché pédagogiquement, des exemples qui vous paraissaient moins pertinents. On prendra vos retours de ce côté-là. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Merci pour les merci. Ouais. Merci pour les merci. Merci.